Attends, chers amis. Alors ce matin, on va jouer un petit jeu. On dirait que je suis l'enseignant et on dirait que vous êtes les élèves. D'accord? Dans la vie de tous les jours, on joue souvent des rôles, mais parfois on a tendance un peu trop à s'identifier à ces rôles, justement. Et, euh, et là, donc si vous êtes d'accord ce matin, on va faire semblant que je suis l'enseignant et que vous êtes les élèves. Donc en tant qu'élève, vous allez voir, hein, peut-être que vous allez apprendre des choses. Et, euh, et puis moi, bah, je vais faire semblant aussi de faire l'enseignant. Puis on va voir ce qui sort. Et ce matin, je voulais vous parler de prendre soin de soi. Et juste en y pensant, là tout de suite, je me disais, tiens, c'est un peu ironique parce que d'une part, je suis encore un petit peu malade, mais je joue quand même l'enseignant. Et d'autre part, si vous voyez bien, j'ai une attelle là, parce que justement, bah, j'ai besoin de prendre soin de mon poignet, que j'ai cassé il y a peu de temps. Mais quand même, peut-être que je vais avoir quand même des choses à, à partager avec vous par rapport à ça. Et entre autres, par rapport à justement à l'identification euh, à soi, justement. L'identification, c'est aussi pour ça que j'ai commencé avec les rôles, comment on a tendance à s'identifier à des rôles dans notre vie. Et si vous voulez un très bon enseignement, frère Bienveillance a donné un très bon enseignement là-dessus la semaine dernière. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube quand ça sera en ligne. Je ne sais pas si ça l'est encore. Et, ouais, et justement, cette capacité qu'on a à s'identifier à un rôle, à s'identifier pas seulement à des rôles, mais aussi à un soi en particulier, peut parfois en fait être un petit peu gênant dans la vie de tous les jours. Et je voulais parler justement de mon expérience que j'ai eue avec mon poignet justement. Et comment on peut s'identifier justement à un soi. Par exemple, Frère Bienveillance parlait de s'identifier à être une victime, à être la victime par exemple. Et quand je me suis cassé le poignet justement, j'ai vu que si je faisais pas attention, je pourrais partir dans ce genre d'histoire, commencer à me raconter des histoires dans ma tête, que, ah, pauvre moi, je me suis cassé le poignet. Et, euh, et je l'ai vu arriver, justement, quand j'étais aux urgences. Et je me suis dit, ah non, là, c'est pas le moment. On va pas laisser justement les histoires commencer. Je vais pas commencer à m'identifier justement à- Je pense que c'était aussi le petit garçon à ce moment-là qui avait besoin d'être aussi conforté, hein, ce qui est normal. Quand on se fait mal, quand on est un enfant en général, hop, on trébuche, on tombe par terre. Des moments, on n'a même pas trop mal en fait. Mais on se dit, ah bah tiens, c'est bien, ça va être l'occasion de demander à maman de venir. Donc on va pleurer, même si parfois c'est pour de faux, pour justement avoir quelqu'un qui vient prendre soin de nous. Et, mais je savais à ce moment-là que si je faisais ça, ça n'allait pas trop marcher aux urgences. Bon,
allait peut-être y avoir un infirmier ou deux qui allait venir me dire, oh, ça va pas, tenez, prenez ça, et hop, il allait disparaître. Donc je me suis dit, oula, oui, on va pas. Je sais que tu es là, je sais que tu. Il y a ouais, des émotions fortes qui sont arrivées depuis le moment où est-ce que je m'étais cassé le poignet 1 heure avant. Euh, mais justement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas le moment, j'avais pas l'espace en fait, pour pouvoir vraiment prendre soin de mon enfant intérieur à ce moment-là. Et qu'à ce moment-là, il fallait mieux simplement euh, lui demander gentiment de, ok, plus tard, je vais pouvoir prendre soin de toi. Et parce que si je m'étais identifié justement à lui à ce moment-là, et en particulier à la douleur, et, et surtout la souffrance qui va avec la douleur, euh, je savais que j'allais me compliquer la vie dans mon séjour à l'hôpital et aussi par rapport à ma gestion de la douleur. Et donc qu'il fallait surtout pas que je rentre dans ces identifications en fait. Donc pendant que j'étais en train d'attendre, parce qu'aux urgences parfois on attend quand même, avec mon poignet qui avait une nouvelle forme, euh, j'ai- je voyais bien qu'il y avait cette peur de la douleur qui arrivait quand même. Parce qu'en fait j'avais pas de douleur. Donc je me disais, bon, pour l'instant, je touche du bois. J'ai un poignet avec une drôle de forme, mais il y a pas de douleur pour autant. Et, mais je voyais bien que c'était plutôt la peur en fait. Il y a quand même des histoires qui voulaient commencer à venir en fait. Et j'aurais dit, oh, ok, je vous vois arriver, vous. Et, et j'ai directement fait un contrat avec la douleur en fait. Où est-ce que je lui ai dit, bon, la douleur, je sais que tu es là pour moi. Tu es une amie en fait, pour me dire, bon, par exemple, si j'ai de douleur dans le poignet, c'est qu'il faut, enfin, si ça fait mal, c'est qu'il ne faut pas utiliser le poignet maintenant. C'est que mon corps est en train de protéger mon poignet. Donc, dès le départ, comme ça, j'ai fait un contrat avec la douleur. Et du coup, ça a calmé aussi cette peur que, ah, peut-être que je vais avoir mal, ou commencer à partir dans des pensées de, mais ça va complètement, comment je vais faire après, parce que ça va changer mon quotidien, forcément, d'avoir mon poignet qui ne fonctionne plus. Et, euh, et du coup, j'ai pu vraiment rester dans l'instant présent et attendre, parce que j'avais que ça à faire finalement, aux urgences. Et, euh, et même apprécier au fait ce qui se passait autour. Il y avait des jolies photos de plâtre avec des jolis dessins qui avaient été faits sur les plâtres. Donc je faisais le tour un petit peu de la pièce. J'appréciais un petit peu en attendant que quelqu'un soit disponible en fait. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe euh, là en l'occurrence entre la douleur et la souffrance. J'ai pu vraiment contempler ça, que la douleur c'était vraiment quelque chose, une information physique de mon corps. Et d'ailleurs parfois le curseur entre douleur ou inconfort est pas toujours facile en fait. Je me suis rendu compte de savoir où est-ce que c'est. Parfois je me dis, ah bah oui, c'est pas très confortable, mais bon, je dirais pas pour autant que c'est de la douleur en fait. Et parfois c'est un peu plus clair, c'est de la douleur. Mais si j'arrive à rester avec ces sensations au niveau du corps et de ne pas rajouter quelque chose, une histoire par-dessus, c'est beaucoup plus facile à gérer. Je reste au niveau des sensations.
Euh, et ça ne m'empêche pas justement d'apprécier quand même les belles choses. Donc là, en l'occurrence, je pouvais apprécier les jolis dessins qu'il y avait autour de cette pièce-là où est-ce que j'attendais. Parce que finalement, la douleur n'était pas vraiment présente. Et qu'il y avait une partie de moi, en fait, qui pouvait encore apprécier ce qui était chouette autour de moi. Mais si j'étais vraiment rentré, je savais que si je rentrais vraiment dans l'histoire, là, par contre, ça allait être beaucoup plus difficile, en fait. Là, c'est là où vraiment commence la souffrance. Quand on commence à se raconter des histoires, ah mais comment je vais faire après pour me brosser les dents, je sais pas, des trucs comme ça. Je suis en train de réapprendre à me brosser un petit peu avec la main gauche d'ailleurs. Euh, comment voilà, là, en l'occurrence, c'était plutôt ça aurait pu être des pensées par rapport au futur. Surtout que là, j'avais aucune idée de ce que c'était, de si c'était grave ou pas, en fait, parce que j'ai aucune connaissance de ce genre de fracture. Et, mais voilà, avec la pratique, avec le temps, je sais que rentrer dans ces histoires, ben en fait, ça ne m'aide pas du tout, en fait. Et que, et que la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'était vraiment de faire confiance, justement, et de faire confiance au staff médical qui était là, qui faisait ce qu'il pouvait, et qui allait prendre soin de moi et prendre soin de mon poignet dès qu'il pourrait. Et ce qu'ils ont fait très bien d'ailleurs. Et c'était intéressant parce que je pense que c'était un infirmier des urgences qui était étonné en fait de voir que bah, j'avais l'air d'aller plutôt bien en fait. Et que même si je n'avais pas pris d'antidouleur, bah, ça allait en fait. Et je me suis dit, ah, ça doit être la pratique ça quand même. Qui m'a permis d'être aussi détendu. Bon, et plus tard, du coup, ils m'ont donné quand même des- des- des médicaments pour remettre le poignet droit. Et je me suis réveillé quand ils étaient en train de en train de faire un plâtre. Et, mais comme ça a duré 2 jours, finalement, c'était vraiment intéressant de voir que pendant ces 2 jours, euh, de rester avec, voilà, ok, je prends soin du corps, moi c'est ma partie à moi, c'est ce que je peux faire pendant ces 2 jours, et puis je fais confiance au staff médical, et au chirurgien, parce que le jour d'après, il fallait que on me mette une plaque en fait. Et, euh, et pareil, je me suis juste laissé faire et laissé faire leur travail, je leur ai fait confiance. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai pas eu de douleur. Aussi, il y a aussi des composantes génétiques qui fait que peut-être je suis moins euh, sensible à la douleur. Mais effectivement, ça s'est vraiment bien passé. Et j'ai pu vraiment même avoir le temps de connecter avec le personnel de l'hôpital, les brancardiers, l'infirmier, les infirmiers anesthésistes, qui d'ailleurs me parlaient. On regardait le site du village des Pruniers pendant qu'ils étaient en train de faire l'opération. On était en train de parler de ça. Donc c'était vraiment intéressant. Et moi j'étais le premier étonné en fait que, bon, ok, bah, ça se passe comme ça, bon, bah, c'est très bien. Et, et donc finalement, une expérience qui, euh, en général, on dirait, est plutôt négative, celle d'aller à l'hôpital, d'aller aux urgences, d'y rester pour 48 heures. Finalement, bah, c'était plutôt une expérience assez plaisante. J'ai pas, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs par rapport à ça. Aussi parce que j'ai accepté que je m'étais cassé le poignet et que bah, ça allait prendre le temps que ça allait pour pour le guérir et que ça allait changer au fait mon quotidien. Donc j'ai pas cherché du tout à comment. Il n'y a pas vraiment eu de résistance par rapport à ça.
dès que j'ai vu mon poignet déformé, je me suis dit, ah là, j'ai besoin d'aide. Et tout de suite, j'ai été chercher de l'aide pour aller aux urgences. Donc on va écouter un son de cloche et puis justement on va pouvoir regarder un petit peu par rapport à ce que je viens de partager. euh, Est-ce qu'il y a des événements comme ça ou est-ce que il y a un événement et est-ce qu'on rajoute des histoires par-dessus? Et ces histoires, est-ce qu'on a tendance à les ruminer ou est-ce qu'on arrive justement à en ressortir et à voir qu'en fait, elles ne nous aident pas? Et simplement rester et arriver à rester au niveau des sensations en fait, au niveau des sensations du corps. Le Bouddha parlait de ça en tant que recevoir une première flèche. La première flèche, c'est ça qui... Donc une flèche, hein, arc et flèche. Euh, Quand on reçoit une première flèche, il y a une douleur qui arrive dessus. Mais si on avait d'autres flèches qui arrivaient sur la même plaie, là, notre douleur serait décuplée. Et donc, c'était cette image qu'il utilisait justement entre un événement et ce qu'il est, et les histoires qu'on va rajouter, en fait, par-dessus. Et qui vont faire que ça va prendre des proportions bien plus grandes, en fait, que la réalité disons, corporelle de ce que c'est. Donc c'est un enseignement très intéressant, justement par rapport à la douleur, parce que c'est vrai qu'il me faisait un petit peu peur là-bas quand il me disait que ah ouais, il faut pas laisser la douleur s'installer. Il me disait ah ouais, oula, elle est où là? Où est-ce qu'elle se cache? Parce que si, donc j'ai gardé un œil sur elle, hein. Je me disais, ouais, si elle commence à arriver, il va falloir qu'on fasse un contrat tous les deux. Mais en fait, bon, peut-être que justement, comme j'étais vigilant et que j'ai pas laissé d'histoire commencer, ben, ça s'est très bien passé. Et même encore maintenant. La douleur est encore une amie là, pour ma rééducation, justement. Là, juste avant l'enseignement, j'étais en train de faire des mouvements, justement, pour essayer de récupérer un petit peu de la souplesse du poignet. Et je sais que si ça commence il commence à y avoir de la douleur, ben, j'arrête. Justement, c'est le seuil. Où est-ce que ça devient au-delà de l'inconfort? Voilà, et ce que j'ai vraiment appris, voilà, c'était vraiment cette capacité de pouvoir, encore une fois, trouver la joie dans les moments même où est-ce que j'aurais pas pensé que c'était possible. J'aurais pas pensé que c'était possible pendant un séjour à l'hôpital en fait, d'aller plutôt bien, hein. En plus, il me proposait des bandes dessinées à, à lire, donc j'étais très content, hein. Le petit garçon en moi était très content, il pouvait lire des bandes dessinées dans un lit en plus avec une télécommande et tout. Donc je me suis bien amusé avec la télécommande. J'espère que le lit fonctionne encore d'ailleurs. Mais donc pour moi le premier, hein, c'était vraiment un enseignement de voir que ah ouais, la pratique ça fonctionne quand même pas mal, hein.
Que dans des moments comme ça, finalement, c'est possible en fait d'être joyeux et d'être bien en fait. Donc c'était vraiment intéressant. Et justement, c'est là-dessus que j'aime bien partager par rapport à prendre soin de soi, c'est par rapport à justement cet enfant intérieur. Bon, tous ceux qui me voient depuis un petit moment, surtout les frères et sœurs, vont se dire: ah tiens, son sujet fétiche. On va peut-être d'abord regarder un peu à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand on mentionne l'enfant intérieur? Peut-être qu'on peut revenir à soi. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça réveille en nous? Qu'est-ce qui résonne en nous quand on parle d'enfant intérieur? Vous pouvez même utiliser votre prénom et utiliser un adjectif devant, là, comme dire bonjour, petit, et votre prénom, ou petite, et votre prénom. Est-ce qu'on ressent? Donc c'est pas visualiser forcément cet enfant intérieur, même si ça peut vous aider, mais c'est plus essayer de sentir dans le corps où est-ce que cet enfant intérieur en fait résonne. Parce que quand je parle de l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui se réveille dans mon corps. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau de l'abdomen, ou ça peut être flou. Et c'est ok aussi, que ce soit encore flou. Il peut y avoir des résistances, parce que ce sont des parties très vulnérables auxquelles on fait appel. Donc notre enfant intérieur a besoin d'être en sécurité pour pouvoir se montrer. Et peut-être que jusqu'à maintenant, on ne lui a pas créé les conditions pour qu'il puisse émerger, pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Mais là, en venant à cette retraite, on se crée, on s'offre ces conditions de sécurité, d'accueil pour notre petit garçon, notre petite fille. Et peut-être qu'on peut sentir qu'il y a des zones qui commencent déjà à se relâcher. Et quelque chose qui se détend. Peut-être que votre petit garçon ou petite fille a envie de regarder autour pour être plus en sécurité. Donc vous pouvez faire ça aussi. Et simplement revenir à sa présence. Simplement être là pour elle, être là pour lui. Sans condition. Je suis là pour toi. Je suis là pour cette zone vulnérable en moi. Et merci d'être là pour moi. Pour me montrer le chemin de la joie, de l'amour, de l'ouverture. On va écouter un son de cloche.
Est-ce que les petits garçons et les petites filles sont réveillés? Je vois des sourires, c'est bon signe. Dans le, dans le bouddhisme, en particulier dans le bouddhisme zen, on a souvent ce terme de l'esprit du débutant. Et je crois que Thaï, en fait, avait trouvé. Thaï était très fort pour trouver plein de différentes voies pour nous aider dans la pratique. Et il avait vu que l'enfant intérieur, c'était justement quelque chose qui parlait plus encore à, comment, aux personnes maintenant. Et donc il avait mis en avant justement cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, c'est vraiment cet esprit du débutant en fait. C'est cette capacité de voir au-delà des désignations, au-delà des notions, qu'est-ce qui est là, qui est vraiment vivant, et de sentir le vivant, là, tout de suite, là, maintenant. Donc, comme je vous vois là maintenant. Et au-delà des désignations, au-delà de ah, ça c'est une salle, ça c'est un arbre, des choses comme ça. Parce on a tendance à s'entraîner dans la vie, déjà, dès un jeune âge, à, à mettre des labels sur les choses. Même les livres pour enfants, pour les enfants les plus jeunes, déjà, on leur apprend ces choses. Alors ça, c'est rouge, ça, c'est orange, ça, c'est une maison, ça, table, ça, machin. Et ce qui a un côté vraiment pratique, hein. Je dois bien avouer que si à chaque fois que je devais décrire une table, il fallait que je décrive tout l'ensemble avec la couleur et tout, ça serait pas très pratique. Mais l'ennui, c'est que ça devient tellement une seconde nature pour nous qu'on oublie en fait qu'il y a une autre façon aussi de voir le monde, qui est au-delà justement de cette partie du cerveau qui est assez récente en fait, qui a cette capacité justement de pouvoir distinguer et pouvoir mettre des labels sur les choses. Et, euh, et si on, et si on réveille justement cette partie plus ancienne, je dirais, et je dis plus ancienne parce que il y a, il y a plein de. Il n'y a pas que comment dire? On n'est pas les seuls à pouvoir justement percevoir ça. Et je trouve les animaux, par exemple, sont un très bon. Peuvent beaucoup nous aider justement dans leur capacité à être joyeux dans l'instant. Euh, Là, par exemple, on était chez une amie qui a un chien qui est quand même assez âgé, il faut bien le dire. Donc elle commence à avoir du mal à marcher, quoi, vraiment. Mais, euh, mais en fait, c'est pas vraiment un problème. Du moment qu'elle est avec sa maîtresse et qu'elle arrive à la suivre, même si de moment elle doit s'allonger pour faire une pause, parce que ça devient un petit peu trop, et qu'elle clopine comme elle peut, eh ben elle suit quand même. Elle est très heureuse quand même de, de, de pouvoir continuer, même si elle est diminuée. C'est à peine si c'est. Voilà. Elle est diminuée, mais elle continue. Et elle apprécie sa vie telle que c'est, quoi. Et pour moi, un chien comme ça, c'est vraiment un enseignement, justement. De voir ce chien, dès qu'elle voit une balle, elle a encore envie de jouer à la balle comme un chiot, en fait. Même si, bon, elle ne peut plus vraiment sauter et tout ça, mais l'esprit est toujours là, hein. La vitalité est toujours là. Et c'est vraiment ça que je trouve de très beau chez les animaux et dont les êtres humains aussi. Et qu'on peut réveiller. Ou est-ce qu'il y a tellement de beauté, de vitalité dans cette capacité justement à voir ce qui est beau dans le moment présent.
et à vraiment apprécier justement le moment présent. Et oublier un peu toutes ces conventions, ces ah, je devrais être comme ça, ou ces rôles justement, c'est pour ça que je parlais de rôle, qui au bout d'un moment, on s'identifie tellement à notre rôle qu'on s'empêche en fait de vraiment vivre et de vraiment apprécier ce qui est sous nos yeux. Donc on va essayer de faire ça hein, pendant cette retraite. D'accord? On va écouter un son de cloche. Juste voir comment ces mots, qu'est-ce que ça réveille en nous. Et donc là, pendant ces quelques jours, on va pouvoir s'entraîner justement à réveiller cet enfant intérieur. Et si vous ne le sentez pas encore, et vous ne sentez pas que c'est encore peut-être le moment, peut-être qu'il y a encore des résistances à l'intérieur, c'est OK. On peut faire confiance au processus. C'est que notre enfant ne se sent pas encore complètement en sécurité et qu'il a besoin d'un peu plus de conditions pour pouvoir émerger. Et je sais que pour moi, ça a été le cas, justement. La première fois où j'ai senti vraiment sa présence, c'était... j'ai été le premier étonné, quoi, vraiment. Et c'était vraiment au niveau du bas-ventre. C'est comme s'il y avait un, un- quelque chose, un coin un peu sombre, et je commençais à voir une petite tête qui commençait à sortir. Et c'était lui qui commençait à regarder autour en se disant, ouais, c'est suffisamment sûr ici. Bon, je vais peut-être commencer à sortir un petit peu. Et commencer à voir un petit peu ce qui se passe autour. Et, et j'étais vraiment touché en fait. Je me rappelle vraiment de ce moment-là parce que j'étais vraiment touché de sentir sa présence à ce moment-là, euh, de le ressentir à l'intérieur. Et, et c'était ouais, presque même un honneur d'être. Ah, merci de me faire cet honneur d'être présent. Et du coup, c'était assez facile de passer du temps avec après, de prendre soin de lui. Et après, justement, de continuer à cultiver justement ces moments, créer des moments, des conditions chaque jour où est-ce que je peux le laisser justement émerger. Des moments où je me sens en sécurité, où est-ce qu'il peut vraiment se sentir à l'aise et, et voilà, et, et être présent dans le moment présent. Et vraiment apprécier la vie justement à ce moment-là. Et juste, oui, juste les petites choses qui sont présentes. Alors, justement, donc là, on vient de parler un petit peu de la troisième noble vérité. Tiens, là, je vais vraiment faire mon enseignant, là, avec mes trucs théoriques. Et vous allez voir, dans le bouddhisme, on aime bien les chiffres. Et donc là, il y a 4 nobles vérités. Mais je commence quand même par la troisième,
c'est pas grave. Et ça, c'est le bonheur existe. Et je commence par la troisième parce que c'était je pense, une des visions profondes de Thaï, c'était de montrer aussi que on peut présenter la pratique, on peut présenter, et ces quatre nobles vérités, qui est le premier enseignement du Bouddha, qu'il a donné très peu de temps après son éveil. Mais oui, voilà, de donner d'une façon plutôt positive. Parce que souvent, il y a un côté quand même plutôt négatif, surtout dans certaines façons de l'enseigner, d'enseigner les différentes nobles vérités. Ça commence par la première et parfois ça dit la vie est souffrance. Et donc forcément, si on commence par ça, on se dit ouf, moi je ne sais pas si j'ai trop envie de... C'est pas très folichon tout ça. Et Thaï a vraiment pris le temps justement de regarder à nouveau les sutras et de corriger justement. Et il a eu le courage de corriger justement cette vue que vous allez parfois entendre dans d'autres univers bouddhistes, on va dire, que la vie est souffrance. Eh bien, ce n'est pas le cas. Parce que le bonheur existe. Voilà. Et notre enfant intérieur, il va nous aider à voir justement comment accéder à ce bonheur. Parce que la quatrième, en fait, c'est le chemin vers le bonheur. Hop, ce qui nous relie. Et le chemin vers le bonheur, c'est très simple. Pour moi. Si on arrive à réveiller justement ces parties, à être suffisamment en confiance, à créer des conditions dans notre vie de tous les jours, et aussi en venant à des retraites comme ça, pour laisser ces parties, ces tensions à l'intérieur et ces parties plus vulnérables s'ouvrir, ces parties en fait plus vulnérables vont nous montrer le chemin, tout simplement, à tout moment de la journée. Et après, donc, du coup, il y a la première noble vérité. Et alors, là, c'est la souffrance existe. Mais ce n'est pas la vie et souffrance. Et on a vu déjà qu'il y a une différence entre souffrance et douleur. Donc il y a moyen en fait de travailler sur cette souffrance. Et il y a du coup un chemin vers la souffrance. Et ce chemin vers la souffrance, ça va nous venir en tant que vision profonde en général. On va d'abord cultiver... Donc ce qu'on veut vraiment faire ici, pendant nos retraites, c'est d'abord cultiver la joie. Ce qui peut être un petit peu... c'est pas toujours la première chose qu'on ferait naturellement, en fait. On aurait plutôt tendance à venir à une retraite avec... Surtout si on a une grosse souffrance, et souvent on vient aux retraites quand
et ben, il y a quelque chose qui commence à être bien, bien embêtant là, et que j'aimerais bien trouver une solution, parce que ça commence à être un petit peu, ouais, un petit peu difficile à gérer. Et on aurait tendance à venir à la retraite en se disant, ah, bon, maintenant je suis là, allez, viens, viens la souffrance, et dis-moi tout. Mais on n'est pas forcément en fait capable de, d'être en mesure de, 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 de prendre soin de cette souffrance. C'est pour ça qu'il est si important en fait de cultiver la joie. Et moi le premier, hein, les premières fois que je suis venu au village des pruniers ou à d'autres traditions quand je pratiquais avant, j'avais tendance à venir à la pratique parce que je souffrais et que je voulais tout de suite, bon, c'est quoi la recette là pour, parce que c'est bien joli de souffrir, mais là ça commence à m'embêter un petit peu. Moi j'aimerais bien m'en débarrasser de ma souffrance. Et donc il m'a fallu un moment pour me rendre compte qu'en fait, bah, d'une part, je ne pouvais pas me débarrasser de ma souffrance. Donc ça déjà, ça m'embêtait un peu. Mais bon, à force de pratiquer, je me suis rendu compte que, ah oui, 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 non, ça revient toujours en fait. Hein. Si je n'apprends pas à en prendre soin, ça va continuer à revenir. Et donc avec le temps, j'ai appris qu'en fait, euh, la souffrance pouvait être aussi mon amie en fait. Et elle pouvait m'enseigner quelque chose. Et que si je savais comment souffrir, donc là il parlait de l'art de la souffrance, donc comment prendre soin en fait de sa souffrance, là on va pouvoir justement apprendre par rapport à ça et transformer la souffrance en quelque chose de beau. Donc c'est vraiment la boue et le lotus dont il parlait très souvent. La boue étant cette souffrance qui donne en fait les nutriments pour les lotus pour pouvoir éclore. Et donc ici, on est juste là pour ça, hein. On est juste là pour apprendre à comment prendre soin de notre souffrance, justement. Et ça commence par réveiller la joie qui est en nous. Donc réveiller l'enfant intérieur qui sait être joyeux. Et Thaï était un très bon exemple pour nous enseigner ça. J'ai de multiples exemples où est-ce qu'il pouvait être très joyeux. Et justement, c'était ça qui était impressionnant, c'était de voir comment il pouvait être à la fois ce maître zen, parfois très tranchant, très clair, et parfois il pouvait être cet enfant, vraiment. Et c'était d'une évidence en le regardant que c'était même étonnant parce que comme il n'était pas attaché à un rôle, il pouvait passer de l'un à l'autre, comme justement font les enfants, où est-ce qu'ils vont passer du jeu à la crise de larmes et revenir au jeu très rapidement. Bataille était devenu un maître à ça aussi. Et il pouvait passer d'un seul coup à l'enfant et c'était assez merveilleux justement de pouvoir regarder cet homme âgé qui pouvait être aussi joyeux qu'un enfant. Il y a une vidéo par exemple sur internet que vous pouvez retrouver où est-ce que il est en train de jouer, il est en train de faire quelque chose avec une pétale de lotus justement, avant un enseignement. Et du coup, tout le monde, forcément, comme il est sur scène, tout le monde le regarde en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire de profond? Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un moment très important, là, il faut vraiment regarder. Et puis lui, il joue avec sa pétale de lotus, il fait une sorte de petite boule, et paf! Il l'éclate sur son front. Donc ça fait un gros paf au niveau du microphone. Et tout le monde... mais tout le monde rigole aussi. Mais j'ai beaucoup aimé ça, parce qu'à la fois, il a cassé complètement l'image ou l'attente de quelque chose d'un maître zen, justement, très respectable et tout. Et en plus,
il l'a fait en vraiment réveillant l'enfant en lui. Donc en fait, il rejouait comme il jouait quand il était enfant. Donc il connaît plein de petits jeux justement avec les lotus, avec les tiges des lotus aussi, ou avec les feuilles de lotus. Donc c'était vraiment un exemple pour nous justement pour à la fois cultiver cette légèreté qui est tellement importante pour pouvoir arriver à prendre soin des choses beaucoup plus difficiles. C'est comme ça que les journées de pleine conscience ont émergé en fait dans la vie de Tai et de son environnement. C'était au milieu des souffrances de la guerre du Vietnam. À un moment donné, ils se sont rendus compte que si ils n'avaient pas des moments pour prendre soin d'eux, c'était impossible en fait de trouver quelle est la meilleure façon d'agir pour prendre soin et aider les gens et aider les villageois, parce qu'ils allaient dans les villages pour les aider, s'ils ne prenaient pas soin d'eux en fait. Donc c'est comme ça que les journées de pleine conscience en fait ont commencé à émerger en fait. Il y avait une semaine, je crois que c'était un jour par semaine au début, où est-ce qu'ils prenaient, voilà, c'était dédié à la pratique, à prendre soin de soi, prendre soin de l'enfant intérieur justement, pour pouvoir le jour d'après pouvoir revenir au village et pouvoir être vraiment frais et vraiment capable justement d'aider tous ces villageois qui en avaient besoin. Donc ça montre à quel point c'est cet enfant intérieur et cultiver la joie est tellement important, même si ça paraît un peu dérisoire ou notre côté adulte pourrait tout de suite le qualifier de dérisoire ou de perte de temps. Alors qu'en fait, c'est là où réside la joie de vivre. Donc si on ne cultive pas ça, alors on passe vraiment à côté de notre vie en fait. Et justement, on va pouvoir écouter un son de cloche et voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec ça. Alors, un peu micro. Comment je vais faire maintenant? Il faudra que je fasse un peu de place. J'espère que vous avez déjà cette partie-là. J'ai conscience que pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des 4 nobles vérités et du chemin octuple des milliers de fois. Mais justement, est-ce que je peux réveiller mon enfant intérieur maintenant et voir si je peux apprécier quand même ces choses que je pense déjà savoir? C'est ce que je faisais aussi avec Tai, parce que j'ai assisté à beaucoup d'enseignements de Tai, comme j'ai été ordonné en 2009 et j'étais arrivé au village des Pruniers en 2008. Donc du coup, il y avait beaucoup d'enseignements qui étaient en fait les mêmes.
mais il y avait toujours, je pouvais toujours connecter à quelque chose qui était vraiment nourrissant, et en particulier l'énergie de taille, justement. Et donc à chaque fois, finalement, j'étais nourri. Donc effectivement, il y avait peut-être dans la forme des choses qui étaient les mêmes, mais en fait, j'étais quand même nourri par sa présence, et parfois par des nouvelles façons qu'il allait avoir de présenter justement les enseignements. Alors, donc là, nous sommes en train de cultiver la pleine conscience. Depuis hier. Jusque-là, on est d'accord, hein, j'espère. Et donc notre pleine conscience crée une concentration qui va mener à une vision profonde. Parfois, si c'est la première fois que l'on rencontre la pleine conscience, on va avoir tendance à penser que c'est en triturant et en pensant au problème avec lequel on est venu, en essayant de le regarder sous tous les angles, qu'on va arriver à avoir la solution ou une vision profonde. Et c'est peut-être aussi notre façon d'avoir été éduqué de façon plutôt intellectuelle. Par exemple à l'école, avec synthèse, antithèse, je ne sais plus quoi là. Thèse, antithèse, synthèse, merci. Ça faisait un moment que je n'avais pas dit ça. Ce qui a son intérêt, mais là, pour le coup, c'est pas ça en fait. On veut en fait vraiment pratiquer la pleine conscience, et la pleine conscience de ce qui se passe là maintenant, de ce qui est beau maintenant. Donc encore une fois, l'enfant intérieur, tout en sachant que il y a ce problème, cette chose qu'on a envie de travailler, ou est-ce qu'on a envie de trouver une solution. Mais en fait, on le laisse dans un coin de l'esprit. On sait que c'est là, parce que de toute façon, ça ne va pas nous quitter comme ça. Hein. Et alors la première fois, forcément, c'est un petit peu difficile, mais avec le temps, on va se rendre compte, en fait, on va avoir la solution. Si c'est vraiment un problème important pour nous, une question importante pour nous, on va trouver la solution. C'est juste une matière de temps et de justement ne pas interférer avec le processus. Donc avec le temps, c'est aussi avoir confiance dans le processus. Mais vous connaissez déjà ce processus. Tai en parlait c'est en anglais My Master's Robe, donc le robe de mon maître, qui est en fait une collection de ses souvenirs quand il était novice à Teuyu, donc là où est-ce qu'il a fait son noviciat. Et à un moment donné, dans le livre, il parle justement de ça, en disant que, entre autres, il parle des koans. Donc c'est ces questions un petit peu, un peu difficiles à résoudre dans le zen. Et il les explique d'une façon très simple en fait, en disant que c'est simplement quelque chose comme quand on voit quelqu'un et on se dit « Ah, je connais cette personne », mais je n'arrive pas à me souvenir de son prénom. Et vous avez certainement dû déjà faire cette expérience. Si vous essayez de vous triturer les méninges en se disant « Ah oui, non, c'était là. Ah oui, non. Ah, ça commençait par un C, non ou un M, bon, ou CH. Ah oui, c'était ça. »
voire des moments où on va trouver une solution qu'on va croire bonne, et en fait non. Alors que si on le laisse, si c'est important pour nous de retrouver le prénom de cette personne-là, en fait, il va y avoir un processus qui va se passer à l'intérieur, où est-ce qu'on n'a pas du tout besoin d'interférer. On peut juste apprécier les jolies fleurs, apprécier de jouer avec qui on veut, faire l'activité que l'on veut. Et à un moment donné, comme par magie, pouf, on va avoir la réponse. Ah mais oui, c'était machin ou machine. Et en fait, justement, vous allez voir que si vous êtes venu avec des questions importantes comme ça, ça va être le même processus en fait. Vous avez juste, et là c'est l'occasion de vous laisser faire. Alors peut-être qu'il va y avoir des résistances, hein, mais ça c'est normal. Mais laissez ce processus se faire et faire confiance à la pratique en finalement vous concentrant plus sur la joie justement de l'enfant, la joie de votre séjour ici. Et quand la vision profonde sera mûre, elle va émerger et vous aurez vos réponses. Et parfois, il n'y a pas qu'une réponse. Tai disait aussi des moments, la première vision profonde elle est bien, mais si j'attends un peu plus longtemps, je vais peut-être en avoir une deuxième qui est encore mieux. Et si j'attends encore plus longtemps, peut-être une troisième. Donc si vous avez des questions, justement, parce que vous allez voir qu'en fait, on va avoir un question-réponse, par exemple, dans 2 jours. Nous, on peut juste vous partager quelque chose de similaire qui nous est arrivé. Mais l'important, en fait, c'est que ce soit vous, en fait, qui trouviez vos réponses. Et c'est ça, vous êtes là pour ça. Et moi, c'est mon aspiration aussi. Mon aspiration profonde, si je participe à ces retraites, et je fais partie de ces retraites, c'est pour montrer aussi qu'on a tous ce maître intérieur, ce taille à l'intérieur, et on a tous cette sagesse à l'intérieur qui va nous permettre justement d'avoir notre vision profonde et de voir plus clairement comment vivre notre vie de façon plus joyeuse et de façon plus ouverte et plus paisible et en accord avec nos valeurs et avec le monde autour. Donc ça, c'est les 3 premières étapes. Et ça correspond au sceau du village des pruniers. En sanskrit, c'est Smriti, Samadhi, Prajna. Donc pleine conscience, concentration, vision profonde. Et en vietnamien, je ne vais pas le dire parce que comme il y a des vietnamophones, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Allez, je vais le faire quand même. Nim, Din, Tuệ. Il y a des vietnamophones dans le coin? Sœur Tong Tu, ça va? Tu me donnes combien sur 10? C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Ouh. Alors, donc à partir de là, justement, on va avoir quelque chose qui arrive. J'ai pas envie de faire de bêtises, alors je regarde mes notes quand même. De la vision profonde, justement, de la vision juste, et on parle plutôt de vision juste, quand on parle du noble chemin octuple, on va avoir les pensées justes. Qui mène à la parole juste. L'action juste. Le mode de vie. Juste. Et la diligence juste.
Alors ça fait une sorte de cercle vertueux, mais en fait c'est plus théorique, hein, faut pas trop s'attacher à ça. Euh, Et si je vous parle de ça, donc ça c'est l'octuple noble sentier, ou noble sentier octuple, oui c'est mieux. Ça va être plutôt en français. Noble sentier. Hop là. Si je vous parle de ça, c'est parce que vous allez voir que dans le texte des 5 entraînements à la pleine conscience, il fait mention au début des 4 nobles vérités et du noble sentier octuple. Donc c'était important pour moi que vous ayez une idée de, ce que ça, de quoi il s'agit avant d'aller un petit peu plus justement dans ces 5 entraînements à pleine conscience qu'on va avoir, dont la présentation va être demain soir, si je me rappelle bien, qui est justement et les 5 entraînements à pleine conscience, c'est vraiment une invitation de pouvoir générer ce noble sentier octuple, justement, et de vivre d'une manière qui va pouvoir créer ces conditions de sécurité pour l'enfant intérieur et ces conditions donc, du coup de paix et de joie pour pouvoir aussi transformer la souffrance et transformer notre souffrance d'abord et celle de l'enfant intérieur d'abord. Parce que vous allez voir que sur une retraite comme ça, le fait de se sentir que l'enfant se sente en sécurité, ça va permettre aussi à des choses qui n'avaient pas pu émerger encore, et peut-être des souffrances qui n'avaient pas pu émerger encore, de pouvoir sentir que ah, c'est le moment où est-ce que maintenant je vais pouvoir être embrassé, où est-ce que je vais pouvoir prendre soin de ça. Parce que intuitivement, on sait qu'il y a la communauté qui est là, bienveillante, pour m'aider, pour nous aider à prendre soin justement de ces choses qui pour l'instant peut-être étaient un petit peu difficiles. Comme disait Frère Bienveillance hier, on sentait que c'était tout seul qu'il fallait qu'on s'occupe justement de notre souffrance. Mais là, non, justement, on est plusieurs. Donc on peut partager, entre autres avec la famille de partage. Et ça va permettre justement de pouvoir créer les conditions pour pouvoir embrasser ces choses qui ont besoin d'être transformées à l'intérieur de nous. Et qui peut-être n'avaient pas encore l'occasion pour l'instant de pouvoir émerger, de pouvoir monter en nous. On va écouter 3 sons de cloche pour terminer.